Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième cours de philosophie générale consacré à la notion de technique. Je vous propose aujourd'hui de revenir à un auteur que je n'ai plus abordé depuis un bon moment sur cette chaîne, à savoir Bergson, car celui-ci possède des réflexions intéressantes et parfois visionnaires au sujet de la notion de technique. La fois précédente, on en était resté sur une opposition stricte et marquée entre la nature d'un côté et la technique de l'autre, et l'on avait vu comment John Stuart Mill concevait une opposition entre les deux, dans la mesure où le progrès de la technique et l'urbanisation du mode de vie humain coïncidaient avec un recul toujours plus important de la nature. On a vu notamment que le triomphe de la technique sur la nature possédait un facteur rassurant inconscient chez l'homme, dans la mesure où la technique neutralisait la nature dans son caractère imprévisible et rendait les choses toujours plus prévisibles et confortables dans son mode de vie. Toutefois, cette rupture radicale avec les conceptions antiques et classiques de la nature par rapport à la technique posait problème, et on avait relevé, justement, que ce point pouvait être basé sur un présupposé anthropocentriste contestable dans la mesure où Mill pensait la vie humaine comme contre-nature et l'homme comme un être distinct de cette dernière, la nature étant insuffisante à permettre la vie humaine, et même bien souvent contraire à celle-ci. Je précise quand même au cas où, parce que j'ai eu droit à des remarques assez virulentes de la part d'une fidèle auditrice qui se reconnaîtra, au sujet de ce pauvre Mill, que John Stuart Mill écrivait à une époque bien précise qui est celle de la révolution industrielle qui a secoué tout le 19e siècle et qu'il y avait une certaine ivresse liée au progrès technique qui rentrait en ligne de compte et qui inspirait beaucoup ses idées. Il ne faut donc pas juger trop méchamment ce pauvre Mill dans la mesure où ses conceptions étaient tout à fait tenables à son époque. Le seul véritable hic de sa théorie, comme je l'ai constaté, c'est de penser l'homme comme un être que l'on peut distinguer du reste de la nature et de développer un point de vue anthropocentriste un peu contestable tout de même. De fait, il serait tentant de faire une critique moralisatrice de Mill en mode bobo écolo, mais ça serait un peu trop simple et surtout réducteur par rapport à la totalité des problèmes d'ordre éthique que nous amène à penser la technique. Je vais vous donner quelques exemples aujourd'hui, mais je vais pas vous dire ce que je pense précisément, hein, c'est pas mon but, mais je les relève parce que c'est des problèmes qui sont actuels et que la philosophie permet toujours de relever. À la place, ou avant d'en venir à des problématiques davantage d'ordre écologique, que l'on avait déjà un petit peu anticipé avec Descartes par ailleurs, je vous propose une critique des présupposés de la thèse de Mill concernant une rupture aussi nette entre la technique d'un côté et la nature de l'autre. Bergson, justement, nous permet de critiquer son présupposé, car sa pensée repose sur un certain vitalisme, un courant de pensée initié par Schopenhauer près d'un siècle avant Bergson, environ, hein. Bergson étant un penseur relativement récent, puisqu'il a écrit ses plus grandes œuvres à la toute fin du 19e siècle et au début du 20e. Dans la perspective dite vitaliste, la vie qui se manifeste en nous comme processus biologique est présente en chaque être animé qui compose la réalité. De fait, nous possédons une essence intime commune avec les êtres naturels qui est la vie elle-même. Bon, dit comme ça paraît abstrait, métaphysique et un peu fumeux, surtout si on est un obsédé d'épistémologie scientifique et que l'on croit qu'il est impossible d'effectuer une synthèse des différentes choses présentes dans le monde sous la forme de termes aussi abstraits et généraux que la vie ou le vivant, mais ça a du sens néanmoins parce que de cette façon, ce que Schopenhauer a voulu rappeler, et Bergson aussi à sa suite, c'est que l'homme n'est pas un être aussi à part qu'il se l'imagine, dans la mesure où il est le résultat lui aussi d'une production de la nature. Vous voyez, ça tombe un peu sous le sens et ça nous permet de remettre en question un présupposé que l'on n'a pas encore interrogé depuis le début quand on est parti du principe, avec les anciens, que si l'homme ne concevait pas la nature comme une création divine, il en viendrait à se prendre pour un apprenti sorcier et à la déconsidérer. En réalité, on n'a pas besoin de Dieu pour respecter la nature, il suffit juste de se rappeler que l'on est des êtres vivants et pas de simples automates étrangers à l'ordre naturel qui est à l'œuvre dans la nature. La vie humaine étant un processus biologique que nous partageons avec les autres animaux, c'est complètement absurde de penser que l'on échappe aux lois de la nature.
Pour le dire autrement, l'humanité n'est pas distincte de ce grand tout qu'est la nature, car elle fait elle-même partie de ce grand ensemble qu'est la nature, dont elle n'est qu'une de ses nombreuses manifestations. Bon, par ailleurs, on n'a même pas besoin de lire Schopenhauer ou Bergson, hein, on peut même revenir à Spinoza, il y avait déjà de quoi faire, hein, mais bon. Mais si l'homme est un être naturel au même titre que les autres animaux, comment expliquer que notre mode de vie soit si différent et si élaboré par rapport à celui des animaux ou même des plantes, justement? Est-ce que la technique ne transforme pas en profondeur l'homme en le rendant étranger à la nature, qui est originellement la totalité des êtres naturels, qui inclut l'homme en tant qu'espèce parmi d'autres? Eh bien justement, Bergson nous permet de repenser cette problématique, non pas en termes de rupture ou d'opposition, comme on l'a vu jusqu'à présent, mais en termes de continuité. En effet, d'après Bergson, et il serait tentant de rapprocher Bergson des idées propres à cette idéologie assez neuve que l'on nomme le transhumanisme, la technique n'est pas étrangère à la vie humaine, elle en est au contraire la prolongation, et on ne peut pas considérer que la technique est contre nature ou s'oppose initialement à la nature. Pour aborder ce point plus dans le détail, je vais commencer à m'appuyer sur un extrait de son ouvrage L'évolution créatrice, où Bergson part du travail réalisé par les éthologues, ceux qui étudient les espèces animales, pour considérer la technique proprement humaine. En effet, on ne peut pas réduire la technique à un simple savoir-faire, qui consisterait à accomplir une action productrice ou transformatrice par le biais d'outils, car ce savoir-faire n'est pas le propre de l'homme, les éthologues ayant pu constater que les chimpanzés étaient capables d'utiliser des pierres pour briser des noix et les ouvrir par exemple. Oui, le chimpanzé, il est pas si bête que ça, hein, il est pas aussi couillon qu'il en a l'air. De fait, la technique ne serait pas d'essence humaine si on s'en tient à cette simple observation, mais il se trouve, nous dit Bergson, que l'homme est la seule espèce capable non pas simplement de fabriquer des outils et d'y avoir recours, mais de développer des outils d'outils, c'est-à-dire des machines qui vont accomplir des tâches à la place des hommes et participer à la fabrication d'outils. En effet, selon Bergson, la technique au sens où nous l'appellerions de nos jours, la technologie, relève d'un haut degré de spiritualité propre à l'espèce humaine, car elle est le prolongement de son intelligence. Je fais un petit topo sur le concept d'intelligence chez Bergson, car c'est un des trois concepts centraux de l'évolution créatrice, et que l'on retrouve dans la plupart de ses ouvrages, avec l'intuition et l'instinct, dont j'aurai l'occasion de parler une autre fois. L'intelligence, selon Bergson, c'est la faculté propre à l'homme qui permet à celui-ci de se représenter les choses selon une certaine spatialité. Elle est une faculté d'abstraction. L'abstraction, justement, c'est quand on s'élève du singulier vers le général, vous voyez? Donc, qui permet de mettre en rapport différentes choses afin d'établir des mesures. Bon, je précise au cas où que dans la métaphysique de Bergson, chaque élément du réel est infiniment singulier, hein. C'est pour ça que quand on pense à partir de catégories, bah on part de choses générales, mais jamais de choses vraiment singulières. Enfin, j'aurai l'occasion de développer ce point dans une autre vidéo, rassurez-vous. Si ça vous paraît trop abstrait, c'est normal. Là, c'est pas vraiment le sujet principal, mais par exemple, le fait que l'intelligence soit donc une faculté de spatialisation, ça veut dire que comparer la longueur de cet arbre à celle de cet immeuble permet de saisir abstraitement et de façon relative la grandeur de l'immeuble par rapport à l'arbre. Combien d'arbres il faudrait mettre bout à bout pour arriver à la même taille que l'immeuble? Vous voyez, bah, c'est l'intelligence pour Bergson qui permet de faire ça, de comparer les différents éléments entre eux pour ensuite établir des mesures. Or, l'intelligence permet justement de faire abstraction des mesures propres au corps matériel et de les comparer entre elles, afin de développer des échelles de grandeur notamment, millimètres, centimètres, mètres, etc. Pour le dire de la façon la plus simple possible, notre intelligence est liée au développement de la technique comme activité spirituelle, permettant le développement de la technologie car elle est relative à différents calculs, à différentes mesures et à différents calculs qui vont s'appuyer sur ces mesures, et donc à un travail d'abstraction toujours plus important, afin de programmer des machines, notamment des ordinateurs aujourd'hui, qui puissent accomplir avec précision des actions de fabrication autrefois effectuées par des êtres humains.
ou en tout cas pas avec même, c'est ça qui est étrange, hein, pas avec la même précision que les machines justement. Et pourtant les machines sont créées par l'homme, hein, c'est ça qui fait un peu bizarre et un peu froid dans le dos. En ce sens, il n'y a pas lieu de séparer de façon stricte la nature et la technique propre à l'homme, puisque la technique est le prolongement de l'intelligence humaine qui est naturelle et propre à la façon dont l'homme est conçu en tant qu'être naturel. De fait, l'intelligence est le moyen qu'a trouvé la vie, selon Bergson, mais on a souvent l'impression qu'il nous raconte une histoire quand il nous parle de la vie, de résister au caractère rigide de la matière et de s'y développer. De ce qui revient à dire que c'est la nature qui a doté l'homme de facultés intellectuelles lui permettant de développer la technique. Donc ça n'a pas de sens de dire que la nature s'oppose à la vie humaine, puisque l'homme est naturellement intelligent et naturellement apte à produire la technologie. À proprement parler, la nature ne s'oppose pas à la vie humaine, justement, contrairement à ce que pensait Mill. C'est en ce sens que l'on serait tenté de dire par ailleurs que Bergson anticipe le transhumanisme, qui est une espèce d'idéologie moderne, prétendant que tout progrès technique est un prolongement naturel et souhaitable des facultés de l'homme. Mais on verra que Bergson serait sans doute assez nuancé sur la question du transhumanisme s'il pouvait observer les excès auxquels on en arrive à présent. En effet, dans un autre texte qui se nomme Les deux sources de la morale et de la religion, Bergson emploie une expression qui est restée assez célèbre, à savoir celle d'Homo faber. J'en reste pas à l'évolution créatrice, hein, je parle de ce texte parce que sinon c'est très limité. Donc c'est l'expression Homo faber. À propos de la nature humaine, Bergson l'emploie à propos de la nature humaine, ce qui signifie littéralement l'homo faber, l'homme fabricant ou qui est capable de produire des outils chargés d'assurer sa survie. En effet, comme je l'ai expliqué, l'homme est compris dans un ensemble plus grand que lui-même qui le constitue tout en le dépassant. Il s'agit de la vie elle-même en tant que processus biologique présent dans tout être naturel, dont l'espèce humaine n'est qu'une de ses nombreuses manifestations. Par conséquent, le développement de la vie humaine n'a rien de contre-nature, et la technologie comme fabrication toujours plus élaborée d'outils servant à produire des outils est le strict prolongement de l'intelligence humaine qui est le moyen que la nature a mis en place pour permettre à la vie humaine de se développer, en résistant au caractère rigide et fixe de la matière, qui exigeait nécessairement une transformation au moyen de l'intelligence comme faculté de spatialisation. Oui, je le précise quand même en passant au cas où, parce que il y en a certains qui pourraient tiquer et trouver pas ça très clair s'ils connaissent pas déjà un peu Bergson. Euh, Bergson, moi, bon, à titre personnel, c'est un des auteurs que je trouve les plus compliqués parmi tous ceux que j'ai pu étudier dans ma vie, parce que il emploie des expressions métaphysiques et il parle par exemple de la rigidité de la matière. Bon, en fait, il faut pas chercher midi à 14 heures. De mon point de vue, quand Bergson parle de rigidité de la matière qui fait que la vie, bah, justement, a du mal à s'y déployer, en fait, il veut juste faire référence au, au caractère, on va dire, difficile et aride du milieu dans lequel la vie s'est développée initialement, hein. Et l'intelligence a permis justement d'y faire face. Voilà, bon. Dans les textes de Bergson, notamment dans l'évolution créatrice, il y a toujours cette idée de la vie qui se développe, hein. En fait, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, mais Bergson revisite un peu, d'une certaine manière, la théorie de l'évolution à sa sauce. Donc, bon, voilà. Pensez à l'évolution de la vie sur Terre, et voilà, vous verrez, c'est beaucoup plus clair, même si c'est déjà très abstrait, mais Bergson est abstrait, hein, ça c'est un fait. Bon, bref, grâce à son intelligence, l'espèce humaine transforme sa propre existence, car par le progrès technique, l'homme réalise qu'il peut prolonger toujours plus ses facultés et ses propres potentialités. Par exemple, euh, Bergson emploie cette expression intéressante qui fait penser à du transhumanisme avant l'heure, lorsqu'il nous dit, je cite, que l'outil de l'ouvrier constitue son bras, tandis que les instruments sont des organes artificiels. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette idée de Bergson, c'est que celui-ci inverse les rapports que l'on pense habituellement entre la nature et l'artifice, puisque l'artifice est le prolongement de la création humaine intelligente en lien avec cette dimension spirituelle.
En disant que l'outil constitue le bras de l'ouvrier, il conçoit l'artifice comme un organe naturel, ici un membre précisément, à savoir le bras de l'ouvrier, tandis qu'il conçoit réciproquement les instruments comme des organes artificiels, certes, mais des organes quand même. Tout ce qui relève de la technologie est le prolongement des facultés propres à la vie humaine sur Terre. On pourrait prendre des exemples bien plus actuels et concrets encore pour montrer toute l'actualité de la thèse de Bergson. Par exemple, Internet et les ordinateurs, de façon générale, sont le prolongement du cerveau humain qui cherche à s'informer ou à s'abrutir, tout dépend du cerveau dont on parle. L'avion ou la voiture, en tant que moyen de transport, sont des prolongements de la faculté de déplacement de l'homme. Ils sont de nouveaux membres artificiels, autres que les bras et les jambes qui sont strictement naturels, que l'être humain utilise pour se déplacer bien plus vite bien plus loin. On pourrait aussi dire que le téléphone portable est une nouvelle bouche artificielle ou un nouvel organe permettant la communication de façon encore plus performante. Bref, la façon dont Bergson conçoit la technique est non seulement naturelle, mais en plus, c'est elle qui permet à l'homme de prolonger ses facultés et de se développer en tant qu'espèce à part entière sur Terre. Bon, c'est bien beau tout ça, mais alors comment expliquer que l'opposition entre règne de la nature et règne de la technique, que l'on a pu constater la fois précédente avec Mill, eh bien elle existe justement. En effet, la théorie de l'homo faber de Bergson, comme homme se développant dans ses facultés par le biais d'outils, ne résout pas ce caractère conflictuel qui demeure entre la nature et son exploitation par l'homme, qui tend à la dominer toujours plus. On peut même dire cela en prenant le sens du mot nature de façon encore plus large. Dans la perspective vitaliste de Bergson, cela inclut donc aussi la nature humaine, sans même aller jusqu'à constater que l'homme, en transformant les conditions de vie caractéristiques de son existence, tend à supprimer toujours plus la nature. On constate aussi que ce faisant, il supprime aussi dans son existence la dimension strictement spirituelle qui est le propre de l'existence humaine, qui s'accompagne de conscience justement. En effet, on peut rappeler avec l'essor du machinisme et ce que relevait déjà Marx, que dans les usines notamment, la technologie, comme ensemble des outils produisant des outils, se retourne contre la nature humaine elle-même, en induisant une cadence de travail toujours plus élevée à l'ouvrier et faisant ainsi disparaître sa dimension spirituelle. On pourrait même tout simplement mettre en avant les dangers liés au transhumanisme, ou en tout cas les problèmes d'ordre éthique que cela implique. Est-il réellement souhaitable que des milliardaires investissent dans des recherches scientifiques pour permettre à la vie humaine d'être rallongée autant que possible, voire de manière infinie, parce que c'est ce qu'ils aimeraient, comme le montrent les plus récents articles au sujet des préoccupations de recherche principales qui sont menées dans la Silicon Valley en Amérique à l'heure actuelle. De même, recourir à la technologie pour espérer pouvoir générer une espèce d'immortalité ou même créer la vie en laboratoire de manière artificielle, en anticipant par avance quel gène ou quel sexe on souhaiterait avoir pour son enfant, cela est-il réellement souhaitable? Un exemple encore plus parlant et qui correspond à une réalité déjà répandue à travers le monde, mais qui pose des problèmes éthiques également, le trafic d'organes qui résulte du fait que l'humanité ait suffisamment progressé scientifiquement pour développer des techniques de remplacement d'organes à l'échelle des organismes humains. Pourquoi justement on est choqué, ou en tout cas potentiellement choqué par tout ça, et par le fait que l'humanité puisse recourir à la technique comme prolongement de ses facultés, sans aucune limite, et que certains individus puissent faire don de leurs organes moyennant de l'argent s'ils le souhaitent. Eh bien, selon Bergson, il y a une explication qui tendrait à expliquer pourquoi au plus la technique progresse, au plus l'humanité a du mal à contrôler les impacts souhaitables ou nuisibles qu'elle pourrait avoir sur son existence, c'est le fait que le progrès de la technique ait eu lieu de façon disproportionnée par rapport au progrès de la spiritualité humaine. Bergson définit ainsi l'ensemble des potentialités liées à la technique comme un corps énorme et déformé par rapport à son esprit, qui lui en revanche n'a pas grandi. Pour visualiser, vous imaginez un gros corps avec une toute petite tête, pour Bergson, et Bergson a écrit ça il y a environ un siècle, c'est fou, l'humanité, elle en est là. C'est un gros corps avec une petite tête. En gros, ça signifie que Bergson a beau concevoir la technique comme le prolongement de la nature humaine qui est spirituelle, puisque l'homme possède l'intelligence comme faculté d'abstraction ultime, on l'a vu,
Il ne nie pas que cette dimension initialement spirituelle de la technique en vienne à disparaître, mais de façon relative, du fait que la technique en fait soit plus à présent du côté de la performance pure et dure que du côté de la spiritualité et du questionnement éthique qui pourrait servir à l'éclairer. En fait, l'humanité peut beaucoup grâce à la technique, elle a acquis un pouvoir de partage, de communication et d'information gigantesque, et grâce à Internet par exemple, mais elle a davantage développé son périmètre d'action de façon disproportionnée par rapport à son périmètre de réflexion servant à guider les effets potentiellement nuisibles de la technique. Au lieu de spiritualiser la matière, la technique a mécanisé l'esprit, nous dit Bergson. Il ne mène plus une existence réellement spirituelle digne de son humanité, mais une existence régie par le mécanisme et les automatismes qui minent sa qualité de réflexion originelle. Il pense avant tout au rendement et au court terme, et plus au long terme, car le progrès technique est allé trop vite pour la conscience morale de l'humanité. Elle a de longs membres, mais pas une tête assez grande pour piloter le reste des potentialités du corps humain agrandi par la technique, sans que celui-ci casse un peu tout sur son passage et fasse des bêtises. Vous savez, quand on est adolescent, on a un peu des soucis de coordination parce que notre corps grandit d'un seul coup, ce qui explique la légendaire maladresse de l'ado, qui sait pas toujours trop bien quoi faire de ses mains. Eh bien, l'humanité est encore largement adolescente pour Bergson de ce point de vue-là. Toutefois, et c'est ça, à mon avis, le point problématique dans la thèse de Bergson tout de même, le progrès disproportionné de la technique comme technologie par rapport à la spiritualité humaine est accidentel d'après lui. En effet, il ne se l'explique pas puisque selon lui, la technique est un prolongement de la nature. Et en l'occurrence, plus précisément même de la nature humaine. Mais la technique, elle est pas contre nature hein, pour Bergson. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Or, en refusant de penser de manière stricte un antagonisme, comme le faisait Mill, Bergson refuse aussi, du même coup, le fait que le progrès technique soit opposé au progrès moral, puisque les deux sont liés à la vie qui doit tout mettre en œuvre pour se développer convenablement. En fait, les deux formes de progrès ont une même racine, c'est la vie, de la même façon que la vie humaine a besoin de la technique pour se développer, elle a aussi besoin d'une certaine spiritualité et de la morale. Mais il y a, d'après Bergson, c'est ça qui est étrange, bah, il y a eu un progrès disproportionné de façon accidentelle. Voilà, c'était pas nécessaire, mais l'homme a davantage développé, c'est, on va dire, la technique plutôt que, on va dire, la conscience, qui lui permettrait d'en faire un usage toujours, bien maîtrisé. Du coup, Bergson pense que c'est accidentel si le progrès moral n'a pas suivi le progrès technique de l'humanité, et il espère que le progrès spirituel de l'humanité finira par rejoindre de façon proportionnelle et équilibrée celui de la technique afin que celle-ci recouvre la dimension spirituelle qu'elle possédait originellement. Or, peut-on remettre en question cette idée selon laquelle progrès technique et progrès spirituel ne se sont retrouvés disproportionnés l'un par rapport à l'autre dans leurs évolutions respectives? Est-ce qu'on peut remettre en question le fait que justement ça soit accidentel? N'y a-t-il pas au contraire quelque chose dans le développement du progrès technique et scientifique qui empêchait de fait tout progrès réellement humain et spirituel par la suite? C'est ce point que nous étudierons la prochaine fois avec un texte quasiment inconnu mais tout à fait intéressant d'un auteur que j'aime énormément et que je me languissais d'aborder à nouveau sur cette chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine fois.